Très bien, donc je vais passer la parole maintenant pour qu'on ne prenne pas de retard. On est juste dans les temps et ça c'est bien. À Anne-Sophie Lapointe, qu'on a déjà mis sur la sellette tout à l'heure. Mais Anne-Sophie, il faut bien comprendre qu'on a besoin de vous aussi pour faire remonter un petit peu toutes les ressentis, les difficultés, et surtout pour faire bien entendre le travail qui est fait, qui n'est peut-être pas toujours une case dans un tableau, là où on travaille à l'épuisement, tous. Christine, j'entends bien. J'ai un tout petit peu surréagi, mais parce que notre travail, il repose sur des groupes de travail. C'est comme votre filière de santé maladie rare. Donc sur ce sujet, il y a un groupe de travail qui s'appelait Pyramide, où tout le monde était là, où toutes les filières étaient présentes. Et ce qui est important, dans ton sujet du e-learning, il est d'intérêt, mais il y a eu un consensus à la fin de ce travail au mois de mai, donc il n'y a pas si longtemps que ça, sur tous les items qui ont été pris, sur comment la part variable allait se calculer. Et ça a vraiment été un processus long, porté par ma collègue, mais qui a été hyper intéressant. Avant, tout ce qui était enseignement, c'était pas du tout pris en compte. C'était rentré dans Pyramide, mais ça rentrait pas dans la part variable. Maintenant, il y a au moins la partie DU qui va rentrer pour 2% dans la part variable. Avant, c'était pas du tout pris en compte. Donc c'est déjà une avancée. Tous ces groupes de travail, en fait, permettent de bouger. Alors c'est pas tous les ans qu'on va revoir le modèle, mais ça veut dire que plus le e-learning montera en charge, et on voit bien l'intérêt du e-learning, plus dans la continuité de ce groupe de travail, il faut mettre ce sujet dans le cœur du groupe de travail, parce que les décisions, elles ne sont pas prises par nous, elles sont prises par un groupe de travail où il y a toutes les filières, où il y a tous les centres de référence. On a fait remonter tout ça, mais le e-learning n'a pas été considéré. C'est un travail consensuel après. Oui. Le e-learning n'a pas été remonté, je pense, parce que il n'y en a pas beaucoup dans le groupe de travail qui coordonnent des ERN. Et qui coordonnent des ERN. Ouais. On en a quelques-uns quand même, mais bon. En tous les cas, c'est un vrai sujet, mais nous, on n'a pas décidé sans l'avis des personnes concernées. C'était pour ça que j'ai un peu réagi, parce que je me dis quand même, c'est injuste. Enfin, on fait notre maximum pour que ce soit fait. Donc, on fera bouger le sujet, mais on ne peut pas... C'est pas une... aucun autre terme me vient à l'esprit qu'accusation, qui est un mot trop fort. C'est pas ça. C'est simplement pour faire remonter au passage dans les filières tout ça. Mais voilà. Et c'est pas quelque chose qu'on peut rechanger tout de suite. C'est ça aussi. C'est-à-dire, j'entends bien l'attente, mais c'est pas dans 6 mois qu'on pourra le rechanger. Ce sera dans 2 ans, dans 3 ans. Il faudra que ça vienne. En revanche, ce que l'on a apporté pour les filières, c'est chaque année, il y a 50 000 € pour faire de la formation. Et là, on ne pose pas la question. Tout ce qui est module de e-learning, les 50 000 €, ils peuvent être utilisés que pour du e-learning. Donc, s'il y a besoin de soutenir un centre qui a un peu plus participé, il peut y avoir une convention de réversion pour le centre pour soutenir l'action qu'il a fait et le temps qu'il a passé pour ce e-learning. Donc ça, c'est une option pour nous. Il y a une souplesse dans l'utilisation de votre argent pour pouvoir soutenir ces actions qui sont pour vous d'intérêt. Et même si vous dépassez les 50 000 €, je dirais, d'une certaine manière, si pour vous c'est un engagement important, si vous puisez sur votre argent personnel de la filière et que pour vous c'est d'intérêt, comme on évalue chaque année, on voit dans notre dialogue vos missions, comment vous les avez financées, etc., on ne pourra pas vous reprocher d'avoir vraiment mis le paquet là-dessus, parce que pour vous c'est intéressant et important. Donc vraiment, on est tout à fait d'accord que c'est important, intéressant. Après, il y a des vecteurs pour pouvoir le financer. Un vecteur le plus souple, c'est la filière. Le vecteur plus compliqué, c'est Pyramide et les rapports chaque année. Mais on a essayé de commencer à mettre un peu la formation dans cette part variable. Avant, elle n'existait pas du tout. Donc on avance petit à petit. Et c'est clair que c'est un sujet de e-learning, et on l'a vu avec la pandémie, et j'en parle dans mes slides, qui est important, d'importance, et qu'on va continuer à renforcer, c'est une évidence. Donc, dans la continuité des plans, puisque la question était la question de la relabellisation, on a bien vu que ce qui était important, c'était
cette mobilisation pour les plans nationaux maladies rares, et ces plans ne sont pas arrivés tout seuls. On a bien vu que la mobilisation des associations de patients au milieu des années 90 a été majeure pour qu'en France, ce soit le premier pays d'Europe qui ait un plan national maladies rares. Donc c'était important de revenir aussi un peu à l'origine, à l'importance d'avoir un maillage territorial avec des centres de référence. Et puis j'ai associé aussi Orphanet, qui est emblématique de l'action, je dirais, française, dans le sens où Orphanet était là depuis le milieu des années 90 et a vraiment aussi structuré et donne, je pense, au niveau international aussi, un rayonnement de notre action. Et les orphacodes tendent à se développer et à s'implémenter de plus en plus, et il y a un travail remarquable fait par Anna. Donc pourquoi un troisième plan maladies rares? On voit bien qu'il faut en permanence travailler, que tout l'environnement doit en permanence bouger, je dirais, et que la question du e-learning qui ne se posait pas il y a 5 ou 10 ans, maintenant se pose, et donc on doit avancer avec des nouveaux outils, avec ces nouveaux outils qui nous font également bouger. Donc il y a besoin toujours de plus d'efforts de structuration et de coordination. On a toujours, face à la complexité des maladies rares, un défi pour la recherche. On a l'enjeu majeur autour des data, des bases de données. Quel lien entre le national et l'Europe? C'est pas encore réglé. Comment on fera ce partage de données au niveau national et au niveau européen? Et puis l'important, c'est pour ça la filière FIMARAD fait un travail remarquable, parce que l'importance d'avoir aussi nos ERN. C'est pas une question de chance. On est admiratif en France du travail de nos 8 porteurs d'ERN, parce que c'est un investissement important et c'est aussi quelque chose qui place la France à un niveau. Il y a un rayonnement très important au niveau européen et international d'avoir des coordonnateurs d'ERN dans notre propre pays. Donc je remercie vraiment Christine de toute cette dynamique qui est donnée au centre. Et il manquait dans le troisième plan maladies rares, et il faut savoir que le troisième plan a des ressources supplémentaires que n'avait pas le deuxième plan maladies rares. Pour pouvoir faire des appels à projets, on a eu de l'argent pour pouvoir faire des appels à projets pour des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, pour pouvoir faire des programmes d'éducation thérapeutique du patient, former les patients à l'ETP, former les professionnels à l'ETP, pour pouvoir donner de la visibilité aux maladies rares. On a eu également des moyens supplémentaires pour pouvoir accompagner les filières de santé maladies rares dans leur action majeure. Beaucoup d'actions du plan Maladies rares 3 repose vraiment sur une action très importante des filières de santé maladies rares, que ce soit l'Observatoire du diagnostic, l'Observatoire des traitements, les ETP, les PNDS. À chaque fois, nous, notre canal de remontée, c'est vraiment les filières de santé maladies rares qui permettent d'avoir une coordination avec les centres, avec les associations, et de nous faire remonter les sujets saillants. Donc là, clairement, j'ai bien entendu le sujet saillant du e-learning. Ensuite, on a la question de la gouvernance. Dans les filières, on avait cette idée de la gouvernance et du lien entre les centres de référence maladies rares et les associations de patients, parce qu'en 2004, c'était le cas déjà, et l'évaluation par la HAS d'un centre de référence se faisait aussi avec les associations de patients, qui étaient auditées pour savoir comment se passait le travail avec le centre de référence maladies rares. Et ce côté de gouvernance très étroite avec les associations se sont vraiment mis en place dans ce troisième plan maladies rares, avec le lien important dans les gouvernances des filières de santé maladies rares, de l'action des associations. Et donc, on voit bien l'importance de cette co-construction. Et puis, toute la recherche, toute l'innovation demande aussi d'avoir des nouvelles stratégies face à des cohortes et à des chiffres, pas des chiffres, mais des personnes, trop peu de malades, ce qui est la caractéristique des maladies rares. Pour pouvoir valider une recherche, on a besoin d'avoir peut-être encore plus, là, une implication des patients et tout le côté, tout le travail remarquable sur le fardeau de la maladie, qui est vraiment un travail très important et avec une échelle, avec
quelque chose qui soit utile et validé, c'est vraiment le ressenti, le vécu, ce fardeau de la maladie. C'est là où on prend vraiment à cœur la question de la qualité de vie, la question du quotidien. Et ça aussi, c'est important dans l'évaluation des traitements. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de faire avancer les choses. Et je dirais qu'on construit notre maison maladie rare avec les fondations, c'était les centres experts, les centres de référence, pour avoir de la visibilité vers qui s'adresser en 2004. La coordination en 2014, lors du deuxième plan maladie rare, de ces centres avec les filières de santé maladie rare. Et l'enjeu du troisième plan et de la suite, c'est une évidence, va être autour des données. On travaille étroitement avec la Banque nationale des données maladies rares. On a besoin de ces données pour mieux connaître, mieux renseigner, mieux connaître la maladie et partager ces informations. Donc ça, c'est ce que j'appelle la maison maladie rare et qui est vraiment qui est la maison du malade et lui habite cette maison. Donc dans nos actions du troisième plan, je ne vais pas rentrer, mais comme vous aurez mes slides, simplement pour que je vous explique les définitions, on a 11 axes et puis en haut, vous avez les pilotes. C'est-à-dire que par exemple, l'axe 1 qui est autour de l'errance et les impasses diagnostiques, c'est la DGOS et la mission maladie rare qui pilotent cette action et on est en lien avec Avisan parce que c'est tout le lien avec le plan France Médecine Génomique. Pour tout ce qui va être dépistage néonatal qui est l'axe 2 du plan, c'est la DGS, donc au ministère de la Santé, qui pilote le dépistage néonatal en lien étroit avec la HAS et nous on est en pilote, en copilote, mais c'est vraiment eux les porteurs. Et comme ça, on décline toutes nos actions. On a donc 55 actions et les 2/3 de ces actions sont pilotées par la mission maladie rare. Donc là, nous aussi, c'est beaucoup de travail, mais avec des enjeux passionnants. Donc ça, c'est important d'avoir un peu quand même cette vision très large, sachant qu'après, vous trouvez le plan facilement. Donc ça, je dirais les ressources, et j'aurais dû mettre en premier la personne malade, c'est qu'en fait, on ne peut travailler que parce que vous êtes là, vous tous ensemble, en fonction de d'où vous êtes, que ce soit centre de référence, centre de compétences, la personne malade, évidemment, en premier, les associations, et puis les filières de santé maladie rare, les ERN, et les associations de personnes malades regroupées au sein de l'Alliance maladie rare. Donc, dans les perspectives de l'après-PNMR3, avant de reparler des critères de la labellisation, le premier point qui reste toujours saillant, c'est de pouvoir rendre toujours plus lisibles les parcours pour pouvoir diagnostiquer plus vite. On a un gros travail, et je pense que là, on a un travail à renforcer sur la ville et l'hôpital. C'est-à-dire que comment réduire ce délai entre le début, la maladie, quand on est loin de l'hôpital et pas encore orienté, de façon à avoir un spécialiste, un médecin traitant, qui puisse orienter plus rapidement vers les centres experts pour pouvoir ne pas perdre de temps, ne pas avoir de mésusage au niveau des traitements, de pouvoir accéder peut-être à des thérapies qui existent et qui sont utiles. Donc rendre ces parcours de diagnostic, c'est absolument essentiel, et notamment pour la médecine de ville et les spécialistes de ville. Et il faut pouvoir rendre ça visible, il faut rendre ça plus lisible également pour les personnes malades et les aidants. Ensuite, c'est vraiment la question de soutenir aussi les parcours de proximité. On a beaucoup insisté, et là, à la fin du plan, on est en train de vraiment, on a eu la dernière vague de labellisation de plateformes d'expertise maladie rare. On insiste beaucoup avec une impulsion nationale, avec nos filières de santé maladie rare, avec nos centres de référence maladie rare, mais il faut aussi avoir une logique de parcours. La personne malade va 2 fois, 3 fois dans l'année dans son centre de référence, mais il y a aussi l'accompagnement de son quotidien, là où il habite, là où il est. Et on a maintenant un maillage sur toute la France avec 19 plateformes d'expertise maladie rare. Donc même si ce n'est pas un centre, une plateforme qui suit le malade, c'est en revanche quand même une plateforme d'expertise maladie rare qui pourra connaître les ressources locales en termes d'établissements médico-sociaux, par exemple, en termes de liens avec la MDPH locale. Et donc, et ça, le centre à 500-600 km peut difficilement le faire. Donc c'est aussi de pouvoir partager une expertise
départementale, locale, et de pouvoir la faire partager pour le patient là où il est. Et ensuite, le dernier enjeu de notre PNMR 3, c'est comment on construit avec la personne malade, les aidants, de façon à ce qu'il soit autonome dans ses choix. Et c'est à lui de décider de ce qu'il veut, de son traitement, en fonction de ce que lui aura proposé le médecin et des opportunités et des informations qu'il aura eues. Donc, simplement pour vous dire qu'on a pu regrouper par rapport à ces parcours dans les actions du plan, on a des enjeux importants en amont du diagnostic et en aval. Donc, on a vu dans les actions de la filière, on est complètement cohérent et on soutient complètement ce qui est fait parce qu'on a tout le champ également avec la médecine génomique. Donc, comment orienter et être certain que les patients qu'on oriente vers du séquençage au début soient vraiment bien des patients en impasse de diagnostic. Donc, pour ça, on a financé également un peu plus de 300 protocoles nationaux de diagnostic et de soins parce qu'on avait besoin d'harmoniser les parcours de diagnostic, que ce soit la même chose au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, qui est la même qualité, je dirais, dans ces prises en charge et dans le parcours, l'importance des réunions de concertation pluridisciplinaires, le travail sur l'observatoire du diagnostic pour pouvoir recenser et pouvoir coder, je dirais, rentrer les données de la même manière pour toutes les personnes sans diagnostic. Et puis, l'importance de la formation initiale et continue. Et donc, le deuxième, en amont du diagnostic et en aval, tant qu'on n'a pas un diagnostic, tant qu'on ne connaît pas la maladie, c'est compliqué de faire des développements de thérapie et de traitement, je dirais. Et donc, on a aussi toute la question des médicaments. On sait bien que seuls 94% des maladies rares ont un traitement. Seuls 6% de traitements sont disponibles. Et donc, c'est encore trop peu. Donc, voilà les problématiques aussi que l'on prend en compte. On a également tout un travail autour des urgences qu'on est en train de construire dans un groupe de travail participatif avec notamment un travail fait avec la CNAM sur le DMP et de voir comment articuler le dossier patient informatisé où vous avez votre fiche maladie rare du patient dans le DPI et d'avoir un tagage avec une fiche spécifique urgence qui pourrait être versée dans le DMP et ce DMP pouvant être sur un téléphone portable et un accès aux urgences aussi avec un mode bris de glace où on pourrait avoir directement la pratique et la situation à tenir en cas d'urgence. Donc ça, c'est un travail qu'on fait avec la HAS également et avec la CNAM et qui est très prometteur parce qu'il est très intéressant dans ce qu'on va pouvoir apporter. Donc pour l'équité territoriale, on travaille beaucoup avec les plateformes d'expertise maladies rares. C'est l'importance aussi des soutiens au centre de compétences maladies rares qui ne sont pas financés. Il y a plus de 1800 centres de compétences maladies rares, mais les filières de santé maladies rares ont énormément travaillé pour pouvoir aider les centres de compétences maladies rares. On voit que le déploiement des ARC et TEC sont vraiment pour pouvoir renseigner leur activité, pour pouvoir surtout donner une visibilité avec la Banque nationale des données maladies rares pour savoir où sont les malades. Et c'est important d'avoir aussi les centres de compétences maladies rares parce qu'on ne peut pas avoir que des données rentrées via les centres de référence maladies rares. Il nous manquerait toute une partie de tous les malades qui sont vus en centre de compétences maladies rares. Donc ça, c'est un point important. Et les plateformes d'expertise maladies rares ont beaucoup travaillé certaines ont vraiment recruté des architectes pour faire ce travail. Donc, et tout un travail aussi par rapport à cette équité territoriale. De plus en plus de modules d'éducation thérapeutique intègrent de la IETP et on a vu que c'était important avec cette crise de pouvoir avoir ces modules de IETP. Donc, je parle très rapidement des plateformes d'expertise maladies rares, mais parce que je vais en parler dans les critères d'évaluation des centres de référence, simplement pour dire qu'ils vont être pour beaucoup aidés et la plateforme d'expertise maladies rares de Paris Centre ici est très très aidante pour soutenir les travaux des centres de référence, les documents à nous faire remonter au ministère, etc. Donc je tenais à dire que ces 19 plateformes d'expertise maladies rares allaient avoir un lien très important
pour pouvoir aider dans cette relabellisation. Le cœur, c'est évidemment le centre de référence, le centre de compétences, avec le travail consensuel, et ça, je le redirai. Il est important que toute l'organisation se fasse avec la filière de santé maladies rares, parce qu'il y a une coordination qui est importante sur les besoins qu'il y a sur des lieux géographiques. Il faut pouvoir avoir ce travail en amont. Un centre de référence ne part pas tout seul, la fleur au fusil, pour déposer son dossier, mais c'est un projet de filière aussi, et aussi ensuite un projet d'établissement à construire avec le site de l'établissement. Donc je finis pour nos objectifs du plan et de l'après-plan, je dirais, sur la place importante du patient, de l'acteur, acteur de son soin, de sa vie et aussi de sa recherche, avec toute l'importance autour de la qualité de vie, la vision holistique, et le fait de prendre tout en compte également la dimension du travail, de la scolarisation. Tous ces points sont également extrêmement importants, en plus du traitement de la maladie. Donc on a le rôle des associations et fondateurs, absolument important, parce qu'il va permettre aussi de retraduire une annonce de diagnostic, d'accompagner dans le temps avec les mots qui vont bien. C'est aussi du soutien moral pour les patients, donc c'est important. Et puis votre présence active aujourd'hui montre que c'est aussi un partage d'informations. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, c'est aussi pour le partager avec vos adhérents et avec les malades. Donc ça, c'est important. Et les associations sont aussi très actives pour participer au CPP, à des comités d'éthique dans les MDPH. Donc c'est un rôle vraiment fondateur. Et puis c'est aussi, il faut le rappeler, un soutien financier également à des projets de recherche pour beaucoup d'équipes. Donc c'est important. Simplement pour que vous ayez une idée des financements. Chaque année, c'est ce que la DGOS finance pour les maladies rares, avec la revalorisation du Ségur, c'est à peu près 160 millions d'euros par an pour les maladies rares. Donc il y a eu une partie, près de 130 millions d'euros pour les centres de référence et les centres de ressources et compétences, une partie pour les filières de santé maladies rares, et une partie qui correspond à nos appels à projets du 3e plan maladies rares, sur le développement de nos plateformes d'expertise maladies rares, sur les bases de données maladies rares en travaillant avec la BNDMR et sur les pilotes où on a des fiches maladies rares dans les dossiers patients maladies rares, les dossiers patients informatisés, des hôpitaux. Donc ça, c'est très important. Toute la question aussi des patients en impasse de diagnostic. Et puis, on a tout un travail que l'on a appelé appui à l'expertise pour les protocoles nationaux de diagnostic et de soins, le TP, la formation, les ERN également. Nous sommes le seul pays en Europe qui finance un poste de coordination pour l'ERN, et ensuite des outils de RCP. Donc, par rapport... Alors, je voulais remercier, elle n'est pas là, je ne sais pas si elle est rentrée de vacances, mais Véronique Richard, qui avait déjà fait un travail sur la labellisation ici avec les centres de Paris Centre. Donc, j'ai repris des éléments qu'elle avait partagés, que j'ai complétés, mais je tenais à dire que le fond de ce travail venait aussi des échanges qu'on avait eus ensemble et qu'elle avait nombreux et qu'elle avait pu retranscrire pour pouvoir les partager avec les centres. Et c'est là où je dis que les plateformes d'expertise maladies rares auront un rôle très important pour pouvoir aider les centres de référence, centres de compétences à constituer leur dossier. Donc, on voit bien que les missions des centres de référence, il y a une très très bonne circulaire de 2018 qui explique vraiment le rôle de chacun et les missions de chacun avec les critères de file active, etc. Donc, des critères, donc des missions de recours. Donc, on a, que ce soit des consultations des hôpitaux de jour, tout le travail également de l'ETP qui rentre dans ce champ-là. La recherche, l'activité de recherche, c'est quelque chose de fondamental dans les centres de référence pour les coordonnateurs ou les constitutifs. Ce qui a été évoqué lors du dernier comité de suivi de labellisation, qui est notre groupe de travail pour discuter de ces enjeux de la labellisation,
c'est de ne pas forcément mettre 20 années de publication, mais les 10 ou 15 meilleures publications. Pour les projets de recherche clinique ou fondamentale, c'est sur un temps sur les 5 dernières années. Et ce qui a été rajouté, ce qui est nouveau, et ça Véronique ne le savait pas à l'époque, c'est aussi un petit plus, parce que ça prend du temps, dans la publication de livres de référence pour des étudiants, pour des cours, etc. Et que c'est aussi quelque chose qu'il ne fallait pas négliger et que c'était à verser dans un dossier pour être centre de référence. C'est pas obligatoire, mais c'est à ne pas omettre. L'expertise, tout ce qui est élaboration de bonnes pratiques, les PNDS, tout ce travail, parce qu'il y a en fait un plan d'action, une fiche action, un projet qui est porté par le porteur du centre de référence. Et donc, en fonction de ces missions du centre de référence, il doit pouvoir décrire comment il va travailler. Et donc, il y a tout le travail de coordination aussi. Et on voit bien aussi le travail qui sera fait avec les associations de patients. Et ça, c'est depuis 2004 quelque chose qui est important à prendre en compte. Donc dans les critères, on n'a pas bougé en fait. Il y a un très gros travail qui avait été fait en 2016. Et donc lors de la dernière labellisation, on reste, et le comité de suivi de labellisation du PNMR3 a souhaité rester sur les mêmes niveaux de file active, de consultation au petit jour, de projets de recherche clinique ou fondamentale, et donc on voit le distinguo entre coordonnateur, constitutif et compétences. Donc, un point très important, chaque centre de référence maladie rare doit avoir une filière de santé maladie rare de rattachement, sinon les dossiers ne sont pas valides, et il y a besoin d'un courrier de soutien d'une filière de santé maladie rare, c'est un avis qui est obligatoire. Et puis, chaque centre de référence maladie rare doit s'appuyer sur une organisation territoriale, donc c'est l'importance aussi du maillage et du lien aussi qui peut se faire entre un centre de référence coordonnateur et un centre constitutif. On est en train de réfléchir à ce que cette coordination puisse être aussi exprimée, et ça a été des retours de centres de référence, par un peu en mode projet, c'est-à-dire que ce qui pourrait être mis dans le dossier de labellisation, c'est que cette coordination entre le centre de référence coordonnateur et ce centre et ces centres constitutifs peut être notamment, et ça m'est remonté plusieurs fois, il y a des thérapies innovantes qui arrivent avec des modalités de prise en charge, une organisation complexe qui se met en place. Et donc, ça peut être un projet présenté autour des thérapies innovantes entre le centre de référence coordonnateur et le centre constitutif par rapport aux thérapies qui sont dans le champ de la maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui sera pas à faire en 3 pages, mais simplement d'expliquer comment la coordination d'un centre de référence avec les constitutifs, et il peut y avoir d'autres sujets, comme la transition enfant-adulte, comme pour avoir discuté avec une autre filière, c'était par exemple la grossesse. Enfin voilà, il y a des choses qui sont apportées toujours en coordination avec la filière de santé maladie rare. Il y a un lien très important qui est la BNDMR, qui est le fait d'avoir à remplir la BAMARA, puisque c'est ça qui, à partir de l'année prochaine, permettra d'avoir les données qui rentrent dans Pyramide. Donc on a ensuite, les centres de compétences sont également, et les CRC sont encouragés à participer à l'enseignement et à la formation, c'est écrit comme cela, mais il y a également un remplissage qui est, je pourrais mettre entre guillemets, mais qui est censé être obligatoire. On ne va pas leur courir après, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens, mais on essaye de développer au plus possible une aide pour ces centres de compétences, parce qu'on a bien conscience que ça peut être lourd pour eux, mais c'est quand même important, je ne reviens pas sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est important que tous ces malades soient aussi connus et répertoriés. Donc on a vraiment un lien très important et le soutien des plateformes, des filières et des centres. Ensuite, pour les CRC,
inversée. Donc c'est pas notre cas aujourd'hui, mais il y a des modes de calcul un tout petit peu différents parce que ces 3 maladies demandent une prise en charge de proximité de 24 heures sur 24. Donc il y a un peu plus, il y a un maillage qui est plus fin avec plus de centres de ressources et de compétences, avec une obligation d'être là 7 jours sur 7, avec un financement et un peu particulier qui est historique. C'est la SLA, enfin pour les maladies hémorragiques, c'est depuis la fin des années 80, suite à l'affaire du sang contaminé, on a eu toute la structuration des réseaux mucaux bien avant en fait que nos centres de référence maladies rares soient là. Ils ont impulsé ces 3 centres de ressources et compétences, également le maillage qu'on a eu après en constitué en centre de référence maladies rares. Donc, dans les rappels des critères de labellisation, donc les critères à retenir pour être coordonnateur d'un centre de référence, c'est d'être PUPH, MCUPH ou PH temps plein dans l'établissement. On va mettre quand même tout ça, on peut avoir des exceptions, on est attentif aussi à ce que les dossiers puissent expliquer s'il y a un candidat, je dirais, très valeureux, qui a déjà publié, qui est solide, qui n'a pas encore son PH temps plein, mais l'établissement s'engage à ce que 6 mois après, ce PH temps plein, ce PH qui n'est pas encore temps plein, soit PH temps plein dans l'établissement, c'est tout à fait quelque chose qui est entendable. Le dossier sera tout à fait défendable. C'est-à-dire que dans la chronologie, nous allons ouvrir en mai 2022, mi-mai 2022, cet appel à projet. On veut laisser le temps à chacun de pouvoir travailler. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un retour mi-octobre 2022. Et ensuite, l'objectif étant que la relabellisation des centres puisse intervenir pour le financement de la première circulaire en 2023. Donc il faut qu'en mars 2023, officiellement, donc dans 1 an et demi, officiellement, les centres de référence soient publiés. Donc on a aussi quand même des questions d'âge quand même qui se posent, sachant que il y a des activités pour des professeurs consultants après 65 ans qui peuvent être possibles, mais il faut être attentif. Et puis après, il y a une limite d'âge après 68 ans, où là, c'est plus possible de poursuivre l'activité de coordonnateur. Le plus possible, on souhaite vraiment que les gens s'engagent pour 5 ans. Ensuite, dans la vie réelle, on sait bien qu'il peut y avoir des accidents de la vie et des difficultés, ou voilà, des choses qui font qu'on est amené à quitter plus tôt. On a un comité de suivi de labellisation qui 2 fois par an assure les transitions, évalue les dossiers. Donc en permanence, rien n'est figé. Donc c'est aussi important. On peut aussi changer de site. Voilà, il y a des choses qui arrivent. C'est aussi la vraie vie et on doit prendre en compte cette vraie vie. Donc j'ai repris, en fait, j'ai eu à faire cet exercice il y a 2 jours pour la plateforme d'expertise maladies rares Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai repris leurs questions qui, à mon avis, peuvent répondre aussi à vos questions. Donc doit-on s'attendre à de gros changements des critères par rapport au dossier de 2017 pardon. Non, pas de gros changements. Les centres multisites seront-ils autorisés comme en 2017? Non. Il peut y avoir un centre de référence, des sites constitutifs, mais il n'y aura pas un site constitutif qui soit bisite, qui soit sur 2 hôpitaux. En revanche, là où je mets une petite nuance, c'est qu'on peut avoir quand même un centre... L'exemple, hier, j'étais sur la filière Oscar. Il y a l'exemple entre Rouen et Caen. Et donc, en fait, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir un financement vers Rouen ou Caen comme site constitutif, et qu'ensuite, il y a une convention de réversion sur une partie vers Rouen. Donc ça, c'est quelque chose, un mécanisme qui est possible. Mais nous, on a besoin d'un coordonnateur, une tête et un site. C'est comme ça. On a eu, dans l'ancien temps, des multisites, mais ça n'a pas été simple. Il y a eu parfois pas toujours des redistributions. C'était pas toujours clair. Donc je pense qu'il faut avancer et notre système actuel est quand même, on a peu de remontées de problématiques quand même sur le terrain. Ensuite, au sein d'un même CHU. Alors ça, c'est un sujet où on va peut-être bouger un petit peu. C'est-à-dire que
À Paris, la question ne se pose pas trop parce que vous allez avoir des hôpitaux pédiatriques et des hôpitaux d'adultes. Et donc, il y avait, par rapport à un établissement, il n'y avait pas de question qui se posait. On avait un centre de référence. On savait qu'à Necker, il allait s'occuper plus des adultes. Et puis, un centre de référence à, je ne sais pas, Cochin, il allait plus s'occuper des adultes. Et donc, à Necker, des enfants. Et donc, il y avait cette possibilité sur 2 établissements, sachant qu'on continuera à raisonner en termes d'établissements et pas de groupements hospitaliers territoriaux. Ça, c'était important pour nous de bien le préciser. En revanche, vous pouvez avoir dans certaines villes des hôpitaux qui soient très actifs en termes de fil actif, de recherche, de publication, etc., la Timone, par exemple, qui peuvent avoir des grosses files actives en pédiatrie et en adulte, et pourtant le site est au même endroit, c'est sur le même établissement. Et je pense que là, il faut mettre une petite souplesse, parce que si les gens travaillent et qu'ils ont une grosse file active, il faut leur donner les moyens de faire ce travail, et donc il peut être tout à fait entendable d'avoir un centre de référence maladie rare enfants et un centre de référence maladie rare adultes dans la pathologie. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas le même malade. Là, c'est un enfant d'un côté, de l'autre côté, c'est un adulte. Ce qui pourrait donner comme ça au site, et au site, par exemple, de la Timone, d'avoir quand même plus de moyens avec 2 centres qui seront financés pour faire l'action. Et donc, ça va être des cas très particuliers, parce que et il y aura quand même une demande de projets quand même pour l'articulation entre la pédiatrie et les adultes. Parce que les petites alertes que l'on a pu me faire remonter, c'était que parfois, on avait imposé ce centre de référence enfants-adultes parce que finalement, il pouvait y avoir des tensions entre la médecine d'enfants et la médecine d'adulte, et au moins là, ils étaient obligés de travailler ensemble. Ce n'est pas forcément peut-être le meilleur moyen de travailler ensemble. Il vaut mieux avoir un projet ensemble, mais que chacun ait une certaine forme d'autonomie, qu'il construise ses propres projets, mais qu'ensuite, on soit sur un projet commun. Donc voilà, la question des files actives, on reste sur le même champ. Et puis, il y avait une question que je n'avais pas très bien compris, donc de la plateforme Aura, mais qui a été repris quand même dans notre comité de suivi de labellisation, qui était sur les zones... là où les patients sont dans des zones isolées, etc., ou aussi des zones où un centre de compétences va être dans une zone isolée. Et donc, ce que le CSL a évoqué, c'est qu'en ce qui concerne les zones isolées, le comité a estimé qu'il était important de voir quel investissement les centres de référence de compétences et les CRC mettent à profit pour pouvoir soutenir ces zones et le travail fait aussi avec les plateformes d'expertise maladie rare. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui pourra être qualitativement rajouté dans un dossier, et je pense que derrière, on a tout ce qui est autour de la télémédecine qui sera peut-être plus renforcé dans ce dossier du plan. Donc simplement, en conclusion, je dirais, pour évaluer un plan, on n'y est pas encore, mais ça va venir vite, dans un peu plus d'1 an, c'est si on veut évoluer un plan avec le patient centré, c'est en quoi les mesures ont permis à la personne malade et aux aidants de faire des choix libres et autonomes, comment les mesures, et je vais essayer le plus possible de vous expliquer que tous nos groupes de travail étaient construits en co-construction, et que nous, on n'imposait pas, et qu'à chaque fois, on souhaitait qu'il y ait un consensus pour pouvoir publier soit les appels à projets, etc., et nos mesures. Donc l'importance de cette co-construction, l'importance du partage entre pairs, on le voit bien pour l'éducation thérapeutique du patient, c'est essentiel de construire l'ETP avec les personnes directement concernées, c'est qualitativement, ça donne une grosse plus-value au programme, à la construction du programme, et puis je dirais dans cette approche entre le parcours de vie et le parcours de santé, le parcours de recherche, c'est vraiment une question d'équité, d'avoir toute cette structuration et cet engagement autour du malade. Donc c'est vraiment aider le mieux possible en fonction de la maladie rare, de sa complexité, et pouvoir répondre à une question adaptée et qui soit ciblée et qui ne soit pas une réponse globale fumeuse. Donc merci pour cette invitation d'être parmi vous, du challenge, du côté un peu challenging du début, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Là, si tu en es d'accord, si oui, tu as le temps de ça. Merci beaucoup.
Donc, Jacques. Oui, pardon, Jacques Monet, président de l'association Incontinentia Pigmenti France. Je ne comprends pas très bien les plateformes d'expertise. Ce que sont les plateformes d'expertise. D'accord. Ah ben, la première plateforme d'expertise maladies rares, elle n'a pas été financée par le deuxième plan maladies rares, elle était sur Paris-Saclay. Et il y a vraiment une dynamique très importante. En fait, c'est du personnel dédié au centre de référence, au centre de compétences ou au centre de ressources et compétences. Et par exemple, à Paris-Saclay, ils avaient pris une approche assez du côté de la recherche, mais on n'a pas voulu figer le modèle. Donc certains vont avoir un accompagnement plus médico-social, mais certains, donc si c'est ciblé un peu recherche, il va y avoir la mise à disponibilité d'Architect pour entrer les données de la BNDMR. Ça permet une mutualisation des postes. Ça permet également d'avoir peut-être une assistante sociale aussi, qui soit complètement concernée par les maladies rares, dédiée aux maladies rares. Donc ça, une plateforme d'expertise maladies rares peut aussi avoir ce volet médico-social. Il y a surtout un côté aussi accompagnement pour le soutien à des dossiers de candidature. Certaines plateformes aussi aident, notamment Paris-Saclay, pour toute la partie recherche, répondre à des appels d'offres recherche, pour pouvoir aider les centres à répondre à ces appels d'offres. Donc ça, c'est un volet un peu recherche. Il y a d'autres plateformes historiques sur lesquelles on a pris modèle, qui était la plateforme Prior aussi, en région Val-de-Loire, qui est vraiment au sein du département de génétique d'Angers, mais qui travaille complètement avec les équipes relais handicap rare et avec les MDPH pour tout un volet beaucoup plus médico-social. Donc en fait, c'est 19 plateformes d'expertise maladies rares en fonction de l'établissement, des centres qui y sont, du bassin. Elles auront des approches parfois un peu différentes. Il y a, par exemple, à Marseille, des choses qui se développent en télémédecine avec la Corse. C'est des choses qui sont vues aussi par la plateforme d'expertise maladies rares. Donc voilà, donc ça va dépendre aussi du territoire. Donc il n'y a pas une réponse figée à votre question. C'est ce qui a été le modèle qui a été pris, c'était ce qui s'était fait pour le VIH. Donc on n'avait pas du tout repris ce modèle-là. Ça s'appelait les Corévis et c'était l'idée de décentraliser le plus possible et d'avoir au niveau local des gens qui savent la maladie rare et qui peuvent partager avec des personnes qui sont pas forcément qui ne connaissent pas forcément la maladie rare. C'est un lien aussi avec les établissements médico-sociaux, par exemple. C'est pas orienté patient, mais c'est une mutualisation de moyens. Alors, à chaque fois, elles ont toutes été soutenues avec les patients. C'était obligatoire d'avoir les patients dans leur gouvernance. Et donc, ce qui est vraiment bien rappelé, c'est que ce travail-là doit se faire en articulation avec les actions en région, par exemple, de l'Alliance Maladies Rares, avec le travail de Maladies Rares Infoservice, avec Orphanet aussi. Donc, c'est pas non plus décorrélé de l'écosystème qui existait déjà. Donc, on leur demande de ne pas être hors sol. Non. Alors, c'est une granularité plus fine pour toucher le malade là où il est, au plus près de là où il habite. Voilà, si on schématise, en fait, une filière, c'est vertical. Ouais. Là, c'est horizontal. Exactement. Sur une région. Ça ne va pas du tout drainer tous les... Pour des patients qui sont sur toute la France, ça ne va pas gérer les patients sur toute la France. C'est vraiment c'est local. L'organisation horizontale, régionale. Ouais. Mais par exemple, au centre de référence, on a montré tout à l'heure qu'il y avait des chefs de projet oui. Non, mais ça, c'est dans le cadre de la filière. Oui, dans le cadre de la filière, il y a une verticalité qui fait que ça organise au niveau national des activités, par exemple, pour faire tous ensemble. On parle d'un PNDS à plusieurs sur une même maladie, etc., etc. Là, c'est pour la logistique d'organisation répondant à des besoins d'une région, donc c'est horizontal. Ouais. Et voilà. la filière, elle n'est pas à ce niveau-là. Et la filière n'est pas à ce niveau-là, oui. Oui, Saskia. Donc moi, je m'occupe des toxidermies graves. Actuellement, on a 7 centres de compétences dans notre centre de référence et nous travaillons avec d'autres
services de dermatologie en France qui sont amenés à prendre en charge ces patients atteints de toxidermie grave. Donc, dans le cadre du renouvellement des centres, est-ce qu'on peut du coup proposer à ces autres partenaires actuellement de candidater pour devenir centre de compétences? Et le prérequis pour devenir centre de compétences, d'après ce que j'ai compris et ce que j'ai noté, c'est d'avoir une file active minimale de 25 patients par an, hein, c'est ça que vous avez dit. Et donc, dans le cadre du renouvellement, est-ce que je pourrais, du coup, proposer à des services partenaires qui ne sont pas actuellement membres du centre de référence, enfin du réseau, d'en faire partie dans le cadre de ce renouvellement? Ça peut être pertinent parce que ça donne une visibilité de là où les malades sont la réalité. Et comme ils sont accueillis dans ces centres de dermatologie, et si la file active est suffisante, c'est un point important. Après, le seul point que le jury regarde quand même, c'est qu'on a vu que les exigences de recherche, publication, essais cliniques, etc., ne sont pas du tout les mêmes pour les centres de compétences, mais il y a quand même une partie... mon seul petit bémol, c'est si vos centres sont dans des cliniques privées. Alors dans ces cas-là, pas de problème. D'accord. Ça peut même être un CH, hein. Je veux pas forcément que des CHU. On a des soucis parfois, nous, par rapport à des cliniques privées, où là, voilà, c'est pas forcément... Oui, d'accord. Si c'est pertinent... Oui. Ben oui, du moment que ça donne une très bonne visibilité, franchement, c'est ça qui est recherché. C'est qu'après, on tape le nom de la maladie et sur Orphanet, comme elle sera référencée et labellisée, on trouvera sur l'Orphanet la filière, le centre de référence et le centre de compétences pour s'adresser au plus près. Oui. Pascal Joly, moi je suis responsable du centre de référence maladies buleuses auto-immunes et j'ai une question sur ces plateformes d'expertise régionales. J'ai pas entendu d'où vous étiez. Du centre de référence. Oui, bien sûr. Oui. Et donc j'ai une question, je vais enlever mon masque, sur les plateformes d'expertise. Oui. Parce que globalement, lorsqu'on réunit deux régions dont la communauté se borne à une localisation régionale finalement, les centres qui sont là-dedans sont d'une extrême hétérogénéité. Par exemple, nous, entre Rouen-Caen, on est avec un centre de référence qui fait du métabolisme phosphocalcique de l'enfant. Vous voyez, moi je fais des bulles chez des gens âgés. Donc des activités qui n'ont absolument rien de commun. Oui. Bon. Alors, lorsque on dit, on va, par exemple, comme vous avez pris l'exemple, on va mettre une assistante sociale qui pourra servir un peu tout le monde. Lorsque vous êtes à 150 km d'écart, c'est pas si facile que ça, vous voyez. Alors finalement, la seule chose que moi je vois d'un peu concrète, c'est de coordonner des actions de communication, d'information, qui peuvent servir à différents centres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais là où on a été un peu surpris, c'est que ces postes-là, semble-t-il, sont financés 2 ou 3 ans, puis ensuite c'est au centre de référence de continuer à les financer. Oui. C'est-à-dire que finalement, on va nous demander de financer des trucs qu'on n'a pas particulièrement souhaités, et puis surtout dont l'utilité, on va voir si elle est réelle ou pas, mais par contre, ça va être pris sur nos moyens. Et là, nous, on sait bien, avec le budget, ce qu'on fait et ce dont on a besoin. Oui. Sur le poste de la plateforme d'expertise maladies rares Normandie, que l'on vient de valider, et le courrier vient de partir, signé par notre DG, il y a quand même un temps des personnes recrutées au niveau de Caen, et puis Le Havre est associé. Par rapport à la valorisation, c'est-à-dire que je pense que quelque chose qui est demandé à chacun de ces centres, qui est commun, c'est le remplissage de Bamara. On nous a très souvent demandé l'importance, et notamment pour les centres de compétences, l'importance d'avoir un ARC, un TEC sur un établissement pour pouvoir rentrer ces données.
Je pense que là, c'est un bénéfice pour tout le monde, puisque en plus derrière, c'est l'activité, et ça veut dire que si c'est bien rentré et toutes les activités sont bien rentrées, il y a le financement qui est aussi à la clé. Donc c'est un stimulant. Pour l'exemple de Paris-Saclay, la dynamique qu'il y a eu, parce qu'eux, ils n'avaient pas du tout de financement de notre part pendant 5 ans, et ils ont financé tout seuls au sein d'un projet de l'établissement. Ils ont par exemple eu une telle dynamique au niveau publication, par exemple, que les points SIGAPS, tout ce qui est arrivé en plus et a permis de consolider les personnes qui avaient été recrutées parce qu'il y avait une dynamique d'appel à projet, de projet de recherche et de financement qui était liée à ce qu'on a voulu, c'est amorcer, donner cette impulsion et qu'ensuite ce soit un peu un projet d'établissement. Après, dans un deuxième temps, j'entends ce que vous dites. C'est pas la première fois qu'on nous le répète. On avait demandé à ce que chaque établissement envisage l'après, quand il n'y avait plus le financement lié au PNMR 3. Donc on a eu des pistes très intéressantes avec différentes autres plateformes d'expertise maladie rare. On a par exemple des ARS qui sont impliqués dans beaucoup de plateformes d'expertise maladie rare. Donc une ARS ne va pas financer des projets qui sont reconduits chaque année à l'identique, etc. Mais il peut y avoir un projet porté par les centres sur un mode projet et qui sont financés par les ARS. Ça, c'est une perspective. On peut avoir du mécénat également. On a un lien aussi par rapport aux charges que les établissements prennent. C'est-à-dire que nous, on a eu en demande une plateforme d'expertise maladie rare. L'établissement, au lieu de prendre, je ne sais pas, alors l'établissement prenait pas mal, mais au lieu de prendre 21%, il s'est engagé à dire que dans 2 ans, il allait prendre 18 ou 17% et que les 4% en fait mutualisés avec le nombre de centres de référence correspondaient aux 2 postes recrutés. Et donc la pérennité, il était déjà assurée parce qu'en fait c'était l'établissement qui baissait son niveau de charge par rapport à ce qu'il prenait sur l'activité des centres. Donc ça aussi c'est une autre piste. Et puis je pense que sincèrement, si on a une bonne dynamique, et c'est le cas là avec les 10 premières plateformes d'expertise maladie rare, je pense que c'est un enjeu du 4e plan maladie rare qu'on aura dans les tuyaux. Et si vraiment c'est quelque chose dont on voit l'utilité, au-delà des réunions d'information, parce que les réunions d'information, je mets juste un petit point de Rouen, on a fait des très belles et n'a pas attendu d'avoir des plateformes d'expertise maladie rare pour chaque année faire de magnifiques réunions d'information, notamment autour de la Journée internationale des maladies rares. J'ai participé à ces réunions, elles étaient vraiment de très grande qualité. Mais ça, c'est vraiment des projets qui doivent être construits avec l'Alliance maladie rare en région. C'est complémentaire. C'est important dans la visibilité maladie rare, mais c'est quelque chose qui se fait aussi avec d'autres partenaires. C'est pas un projet que de la plateforme, je dirais. Donc il y a d'autres enjeux qui sont à creuser. Il y a un groupe, inter-plateforme d'expertise maladie rare qui est piloté par la plateforme d'expertise maladie rare de Bretagne. Et donc moi, alors j'ai votre contact parce que vous aviez porté le projet avec la direction de l'hôpital. En fait, j'ai besoin de référents pour chaque plateforme entre un clinicien et la direction hospitalière. Et donc ce groupe interfilière a une dynamique importante entre les chefs de projet qui sont recrutés. Donc je pense que chez vous, le chef de projet, je ne suis pas sûre qu'il soit déjà recruté, mais incessamment sous peu, il devrait l'être, et j'aurais besoin d'avoir ce nom, ce point de contact pour pouvoir le donner à la coordination des plateformes d'expertise maladie rare. Merci, mais malgré tout, il faut rester les pieds sur terre. Et vu l'état financier des hôpitaux, et en particulier Rouen et Caen encore bien plus, ce qui nous a été dit très clairement par les directions, c'est que dès que ces postes ne sont pas plus financés, il est hors de question que ça soit financé par le budget de l'hôpital. On nous a dit ça sera sur le budget du centre de référence. Nous, on ne met pas un centime là-dedans. Ça ne faut pas vous... C'est 2 ans. 2 ans, oui. C'est 2 ans. Hein.
Donc ça n'incite pas à embaucher à beaucoup de monde. Quand c'est d'autant on plus vous dit, difficile. dans 2 ans, vous les avez sur les bras, et puis soit vous enlevez un poste d'ingénieur au labo qui vous sert pour faire de la recherche, un poste de tech, etc., pour financer ce poste-là. C'est d'autant plus difficile hein. d'autant plus difficile quand dans les centres, tout le financement n'est pas utilisable dans les hôpitaux. Parce qu'il y a ce que verse le ministère et ce qui peut être utilisé par les centres avec le pourcentage d'utilisation des dotations qui n'est pas du tout de 100%. L'enjeu, et ça dépend beaucoup des établissements, et l'enjeu, il est là, oui, très difficile. Dans les questions, on va avancer un petit peu sur les autres questions, si vous voulez bien. Donc, il y a Pierre Vabre qui dit « Un même CRMR peut-il être demandé pour 2 CHU qui partagent le même périmètre ?» Non, ça, on a répondu déjà à cette question-là. Il n'a pas bien compris non plus le problème de l'enfant adulte. Pierre, c'est par exemple si dans un établissement, tu as, on va parler des maladies rares du rein, un centre néphrologique qui s'occupe de maladies rares adultes et un centre pédiatrique qui s'occupe de maladies rares de l'enfant qui ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes, ou bien l'enfant va grandir, devenir adulte après. Maintenant qu'on voit nos enfants grandir avec nos maladies rares, il peut y avoir 2 sites maladies rares, mais il n'y aura qu'un seul coordonnateur. Il y aura un coordonnateur... Non. Tu as un coordonnateur enfant, un coordonnateur adulte. Du site, mais excuse-moi, constitutif. Il y aura une coordination. Voilà. Il n'y a toujours qu'un coordonnateur du centre, mais il peut y avoir 2 sites constitutifs, mais un seul coordonnateur. Avec un coordonnateur qui est dans un autre établissement. Soit c'est un coordonnateur et un constitutif. Un coordonnateur du site, mais un coordonnateur. Autre question, dans les maladies très rares, il peut y avoir une file active de moins de 75 patients pour un site constitutif parce que la maladie est très rare. Comment fait-on pour ces patients qui sont peut-être ceux qui ont le plus besoin d'être considérés ? Alors, ça a déjà été le cas à la dernière labellisation. C'est écrit dans ce qui avait été, la circulaire qui était sortie. C'est qu'évidemment, en fonction de la prévalence de la maladie, des très peu de cas qui sont à justifier, il peut y avoir un centre de référence. Un site constitutif avec moins de 75 patients s'il remplit les autres 15. Ça fait partie des exceptions. Ce n'est pas du tout quelque chose qui doit être systématique. D'accord. Dans l'évaluation de l'activité pyramide pour 2020-2021, comment intégrez-vous l'impact du Covid-19 qui a complètement bloqué toutes nos actions ? Évidemment, on va prendre en compte ce souci-là et cette réalité-là. La mission Maladies Rares, en ce moment, étudie, fait des simulations financières en fonction de donc 2019, de 2020. Pour l'instant, les conclusions, c'est que, en fait, comme l'enveloppe est fermée, que tout le monde a été impacté, évidemment, il n'y a pas eu de présence en physique, mais il y a eu quand même beaucoup de consultations à distance. Et dans les nouvelles règles de pyramide, maintenant, on prend en compte ces consultations à distance dans l'activité. Donc ça fait partie des plus aussi. Donc il y a eu un repositionnement, je dirais, de consultations présentielles à distance qui vont pouvoir être prises en compte. Et comme l'ensemble des centres ont pu être impactés et que l'enveloppe reste la même et l'enveloppe ne diminue pas parce qu'il y a eu moins d'activités, en fait, pour l'instant, mais on consolide nos chiffres. Si on voyait le moindre impact négatif, on ne prendrait pas les données de 2020. Ça, c'est clair. Mais pour l'instant, ça n'a pas eu l'air d'être le cas. D'accord. Alors Pierre, j'ai mal lu sa question, il me le fait remarquer, il a raison, donc je relis sa question, là il ne met plus d'acronyme. Un même centre de référence peut-il être demandé pour 2 CHU qui partagent la même plateforme d'expertise commune ? On ne parle plus de périmètre maladie rare, mais la même plateforme d'expertise commune. Oui, puisque, par exemple, ici, la plateforme d'expertise maladie rare Paris Centre, on va avoir Necker, on va avoir Cochin, on va avoir l'HEGP, l'Hôtel Dieu, et puis... Alors, il explique dans mon cas, Magec, Dijon et associant Besançon. Alors après, c'est quand même une réflexion à avoir avec la filière de santé maladie rare. Mais si ces 2 établissements distincts, il peut y avoir 200. Si les files actives, les publications, tout ce qui va bien tient bien la route. Avec convention entre les CHU, quoi. Alors là, non, c'est 2 établissements distincts. Donc
là, j'entends qu'il parle de 2 centres de référence distincts. C'est pas un Non, non, site Besançon, unique. non, c'est le site constitutif Magec à Dijon Oui. qui travaille avec Ah Besançon. non, bah alors ce serait une conversion de réversion, mais il n'y aura pas. C'est pas. Il peut pas y avoir un bicite. C'est ce qu'on a Voilà. dit. Hein. Ouais. Bonjour, je suis neuropédiatre à la Timode, que vous avez cité. Oui. Je suis nouvellement responsable du centre de compétences des neurofibromatoses. Notre file active est d'environ 250 malades. Comme vous l'avez si bien dit, les centres de compétences n'ont pas de moyens dédiés. Et il me semble naturel, étant donné notre file active pédiatrique, de solliciter une labellisation en centre de référence, mais sans moyens préalables, post-médical dédié, ARC, etc. Comment monter des projets de recherche et du temps pour les publications nécessaires. Ah, ça, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de médecins qui publient, qui n'ont pas forcément... c'est aussi... c'est la question de l'expertise. Hein. On voit bien que ce qui est demandé quand même pour un clinicien impliqué dans les maladies rares, c'est d'avoir une valence soins et recherche. Donc ça, le jury, c'est peut-être ce qui est le plus discriminant, mais le jury qui n'est pas la DGOS, mais qui est un jury entre pairs, je dirais, est très attentif à quand même un niveau de publication. En tous les cas, qu'il y ait des publications dans la maladie rare dont on est l'expert et qui est quand même au moins un projet de recherche clinique associé. Ou, voilà, Et une file active n'étant pas des prélèvements envoyés à un laboratoire, mais étant le patient suivi à cet endroit. Oui, c'est vraiment l'activité clinique. Hein. On ne l'avait pas dit dans les questions, mais un laboratoire ne peut pas candidater pour être centre de référence maladie rare. Oui. Quelle est la date limite d'utilisation des crédits actuels des CRMR avant la relabellisation en mars 2023 ? Alors nous, on continue nos financements là, jusqu'au bout. Donc il y aura 2022. Évidemment, on s'engage à financer tous les centres de référence en 2022. Il n'y aura pas de rupture entre l'ancienne labellisation et la nouvelle labellisation. Voilà. Bon, je crois que c'est à peu près tout. D'accord. Tu as souligné, et j'en remercie et je prends acte, donc le soutien apporté à la coordination des ERN financier. Alors, je tiens à dire que ce n'est pas pour moi un soutien financier. Ne croyez pas que je reçois de l'argent personnellement, ou même pour mon service pour la coordination des ERN. Mais c'est un chef de projet qui est Catherine Champsec, pour ceux qui la connaissent, qui est financé directement par la DGOS pour les ERN. Donc ça va être pérennisé. Sans problème. D'accord. Je suis assurée que son poste, au moins celui-là. D'accord. Je pourrais lui dire alors, puisque c'était pas certain, donc c'est une bonne nouvelle. Si. Oui, Oui, super. Oui, il y a aucun, je m'y engage vraiment. C'est en première circulaire 2022, son poste sera financé. Merci Et mille on fait fois. tout pour le reste. Gros travail. Le tuilage jusqu'à la fin de l'année. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, profiter de la présence d'Anne-Sophie Lapointe, qui est la plus renseignée, en fait, sur toutes les questions que vous pouvez vous poser? Non. Donc, on va arrêter là. Merci. Écoutez, Annie, Oui. et puis après, je filerai, parce qu'il faut que Merci on mille a un fois. board des États membres pour les nouveaux HCP cet après-midi. Donc merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir pris le temps d'être là, de répondre aux questions, les questions qui montrent beaucoup l'anxiété aussi qu'on a tous, qui peut expliquer un petit peu l'importance pour nous d'aller directement au vif du sujet. Et il y en aura d'autres certainement, mais en tous les cas, merci infiniment. C'est important pour moi de vous accompagner au mieux. Et je témoigne que c'est vrai. Oui. Et la filière sera présente, je n'en ai pas parlé, mais Anna, normalement, on a une présentation pour Oui. le 7 décembre. Oui, absolument.